Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Les Hongkongais ont été encore largement affectés par les récentes émeutes. Les employés d'une compagnie aérienne aux capitaux anglais ont été impliqués dans les émeutes et la sécurité des passagers a été menacée. Les habitants de la ville demandent plus de droits de parole à la majorité silencieuse, mais leur voix n'a jamais été entendue par la communauté internationale. À Hong Kong, les vols ont décollé comme prévu ce mercredi matin après que plusieurs jours de manifestations ont causé un grand nombre d'annulations. Des violences ont eu lieu dans la nuit de mardi. La foule a attaqué un touriste et un reporter de la partie continentale. Certains témoins peuvent trouver les images suivantes troublantes. Dans la soirée de mardi, les manifestants s'en sont pris à au moins 2 personnes pendant des affrontements violents à l'aéroport international de Hong Kong. Un homme vêtu d'un t-shirt noir a été suivi puis entouré par des émeutiers et attaqué. Par ailleurs, un reporter du quotidien chinois Global Times a été intercepté par des manifestants à l'aéroport. Fu Guohao a été attaché à un chariot de bagages après avoir été identifié comme étant un journaliste de la partie continentale de la Chine et son gilet jaune de presse a été déchiré. Les manifestants l'ont frappé, traîné et ont crié pour qu'il soit pendu. Le journaliste a été plus tard sauvé par la police et emmené par des secouristes. Lors d'une conférence de presse donnée mardi, la chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Carrie Lam, avait déclaré que la violence en cours pousserait Hong Kong dans une impasse. Aussi mardi, la Chine a réfuté plusieurs remarques d'hommes politiques américains concernant le dilemme hongkongais en disant que ces commentaires distordaient la vérité. Plus tôt, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis avait tweeté que Beijing intensifiait son usage de la force contre les manifestants. Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a répondu à cela. Les remarques blanchissent les crimes violents en les faisant une lutte pour les droits de l'homme et la liberté et font un contresens délibéré sur le travail de la police de Hong Kong en le faisant une répression violente alors que la police ne fait qu'appliquer la loi et maintenir l'ordre social. Hua a dit que ces remarques incitaient les habitants de Hong Kong à rechercher la confrontation avec le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong et le gouvernement central de la Chine. Elle a demandé aux États-Unis de s'occuper de leurs propres affaires et de ne pas s'impliquer dans les affaires internes de la Chine. Aujourd'hui, nous allons analyser la situation à Hong Kong avec nos invités. Sur notre plateau, nous recevons M. Wu Zetian, ancien diplomate, et nous sommes également en direct par téléphone avec M. Philippe Dova, correspondant de RTL à Hong Kong. Bonjour, M. Dova. Oui, je vous entends, bonjour. Bonjour, vous êtes à Hong Kong depuis 18 ans déjà, donc c'est à peu près le temps de la rétrocession de Hong Kong. Et, Ouais. Mais il faut quand même constater que les Hongkongais ont plus de droits de parole et de liberté par rapport à la période de la reine, de la colonisation, puisque à cette époque-là, ils n'ont même pas le droit de manifester pacifiquement. Oui, absolument. C'est ça qui est assez drôle et dont que personne n'évoque en fait, c'est que en ce moment on assiste à des personnes qui réclament plus de liberté de parole, plus de ceci, plus de cela. Mais ce qui est assez drôle,
c'est que du temps, effectivement, avant 97, les manifestations étaient interdites à Hong Kong. Puisque vous êtes journaliste, lié à d'autres choses qu'on ne parle pas, c'est-à-dire que, par exemple, dans les médias occidentaux, on voit jamais les incidents qui ont eu lieu réellement. Par exemple, un policier s'est fait couper le doigt ou brûlé par des liquides empoisonnés. Et il y a également, je me souviens très récemment avec la paralysie de l'aéroport, il y a une dame qui a créé à l'aéroport contre les manifestants en disant que vous avez le droit à la parole et nous aussi. Donc pourquoi ces voix de la majorité silencieuse n'a jamais été repris par les médias occidentaux? Ça, c'est une excellente question. Effectivement, comme vous le disiez, les informations sont pas toujours objectives. Ce qui est repris dans les médias occidentaux concerne davantage les manifestants que les autres personnes qui, par exemple, lorsqu'on a parlé de grève générale il y a une semaine, on a parlé d'une grève générale sans dire que, en fait, elle n'avait pas eu vraiment beaucoup de succès. On parlait juste des personnes, des manifestants qui empêchaient les gens d'aller travailler. Ça, c'est très important. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de le dire dans un de mes reportages la semaine dernière, ce que je faisais, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu dans le même sens. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas moi qui ai la réponse. Alors, je vous remercie. Merci, Monsieur Dova. Merci pour votre observation et merci pour vos analyses. Alors, on va revenir sur un autre plateau. Alors, c'est quand même regrettable parce qu'on voit aujourd'hui que même la sécurité aérienne a été menacée par les émeutes et on voit que l'aéroport de Hong Kong est quand même un aéroport très important en Asie et la paralysie de l'aéroport a quand même causé des dégâts très importants à l'économie hongkongaise. C'est non seulement regrettable, c'est préoccupant puisque vous évoquez la sécurité aérienne. D'abord, bien sûr, sur le plan économique, c'est vraiment dommage de causer des pertes de profit pour l'aéroport, pour les compagnies aériennes, mais en même temps, ce sont des actes illégaux qui empêchent, qui entravent la liberté de circuler, de voyager des autres. Mais ça, c'est absolument intolérable. En plus, ce qui est plus grave, c'est que toutes ces actions compromettent la sécurité aérienne, c'est-à-dire c'est la vie des passagers qui est en jeu. Ça, c'est vraiment très préoccupant. C'est absolument inadmissible. Alors, je pense parce qu'aujourd'hui on voit que dans les médias il y a des images très mitigées sur les affaires, mais pour nos téléspectateurs, peut-être ils ne connaissent pas forcément l'histoire de Hong Kong et pourquoi il y a des situations comme cela et comme M. Dova vient d'évoquer, il n'y avait même pas le droit de manifestation avant, sous la période de la colonisation. Donc pouvez-vous nous résumer un peu, si on prend en rétrospective, l'histoire de Hong Kong et la période de rétrocession? Bon, c'est une histoire qui est liée à l'histoire contemporaine de la Chine. Bon, vous savez, à la fin de la période féodale de la dynastie Qing, la Chine était en déclin. Tandis que les puissances occidentales, d'abord l'Empire britannique, essayaient à l'époque d'étendre leur territoire dans le monde entier. Ils ont conquis des colonies partout. Et en 1840, le Royaume-Uni a déclenché une guerre contre l'Empire chinois. C'était la première guerre d'opium. Et 2 ans après, ils ont forcé la dynastie des Qing à céder Hong Kong comme une concession. Et peu à peu, cette concession s'est agrandie, toujours sous
la force militaire des Britanniques, voilà, l'Empire chinois, de la dynastie Qing, a cédé petit à petit, voilà, le territoire qui est aujourd'hui, c'est-à-dire plus la ville de Hong Kong et le nouveau territoire aussi. Bon. Alors, selon le dernier traité, voilà, signé à la fin du XIXe siècle, voilà, entre les Britanniques et l'Empire des Qing, voilà, Hong Kong restait une concession sous l'administration coloniale britannique jusqu'à la fin du mois de juin 1997. Voilà. Du coup, lorsque cette date s'approchait, il était question de récupérer la souveraineté de Hong Kong, voilà, par le gouvernement central de Pékin. Bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir cette rétrocession est totalement légitime, mais on se souvient, à l'époque, les négociations sur les rétrocessions étaient particulièrement difficiles. Pourquoi? C'était difficile, vous pouvez imaginer, les Britanniques ne voulaient pas céder comme ça, voilà, ce qu'ils avaient aux mains. Bon, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Les négociations étaient difficiles, mais la position chinoise était très ferme. Pas question, voilà, de faire la tricherie, parce que il y avait cette proposition, cette tentative de rendre, voilà, la souveraineté de Hong Kong au gouvernement central de Pékin sous forme, tout en gardant l'administration coloniale britannique de fait. Ça a été rejeté complètement et catégoriquement, et du coup, au bout de à peu près de 2 ans de négociations, et finalement, voilà, les Britanniques ont accepté, voilà, de signer l'accord. Mais à cette époque déjà, je pense que les dirigeants chinois avaient des inquiétudes sur l'héritage colonial sur Hong Kong. Et aujourd'hui, on voit encore, par exemple, dans la Cour suprême de Hong Kong, il y a beaucoup de juges qui sont, en fait, sont des étrangers. Donc, comment voyez-vous l'héritage colonial de Hong Kong et quelles sont ses influences sur la situation actuelle? Mais à mon avis, c'est totalement négatif. C'est totalement négatif. Mais comme on a dit, voilà, pour ne pas perturber la vie quotidienne des habitants de Hong Kong, pour ne pas faire changer, voilà, le mode de vie, le système social et économique de la ville de Hong Kong, dans un souci de bienveillance. C'est-à-dire, le gouvernement central à l'époque pouvait très bien catégoriquement récupérer la souveraineté de Hong Kong, comme ça. Mais un pays, un système. Voilà, on aurait pu faire ça, mais on n'a pas voulu, parce qu'on s'est dit, il vaut mieux, voilà, laisser les habitants, voilà, tranquilles. Il ne faut pas perturber leur habitude, d'accord? Bon. Du coup, on a proposé un pays, 2 systèmes. C'était vraiment une volonté de bienveillance. Et en plus, il y a plus de droits et de liberté. Plus, voilà, parce que vous savez, la Chine, c'est un pays socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Idéologie socialiste, c'est de tenir compte des intérêts, voilà, de la majorité de la population. Donc, pour les habitants de Hong Kong, bien sûr, l'époque de l'administration coloniale passée, il fallait évidemment donner plus de liberté aux habitants de Hong Kong. Donc, le fait d'appliquer la politique d'un pays système, c'est vraiment, voilà, une volonté de bienveillance de la part du gouvernement central. Bon, c'est valable pour Hong Kong, c'est valable pour la concession portugaise de Macao. C'est aussi une politique que nous appliquons pour Taïwan, parce que ça fait partie aussi du problème de réunification de la Chine. Donc, on remarque aussi que cette fois, les manifestants sont surtout, dans la majorité des cas, des jeunes, en fait, qui n'ont pas vécu l'époque coloniale. Donc, peut-être ils sont moins conscients de la différence entre avant et après la rétrocession. C'est vrai, vous avez raison. Bon, je crois qu'il y a là vraiment un sérieux problème de l'éducation. Un sérieux problème de l'éducation de la jeunesse de Hong Kong pour
lui faire connaître l'histoire contemporaine de la Chine. Voilà. Ce qui est dangereux, c'est que dans certaines mentalités des gens, il existe une sorte de complexe de supériorité occidentale. Voilà. À mon avis, c'est tout à fait illogique. Voilà. Les êtres humains naissent égaux. Voilà. On respecte, on apprécie bien la civilisation et la culture occidentale. Pour autant, on se respecte aussi. La civilisation et la culture chinoise est tout à fait honorable. Voilà. Donc, les différentes cultures et les différentes civilisations doivent coexister. Il n'est pas question de considérer telle ou telle civilisation supérieure. Et surtout, il ne faut jamais avoir un complexe d'infériorité de sa propre identité. C'est ça qui est malheureux. Je pense là, il faut avoir une amélioration du système de l'éducation dans les établissements d'enseignement de Hong Kong. Ça, c'est un des problèmes qu'on peut s'appeler un peu l'héritage colonial. Tout à fait, parce que je suis sûr que, d'ailleurs, on se voit dans la manifestation, il y en a qui ont brandi les drapeaux américains. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Physiquement, ils sont chinois. Voilà, ils ne peuvent pas lier leur identité physique. On peut très bien brandir un drapeau américain pour accueillir un visiteur américain en signe d'amitié. Mais on ne doit pas brandir un drapeau américain contre sa propre communauté. C'est là qui est méprisable, voilà, et incompréhensible. C'est pour ça que je dis qu'il y a un sérieux problème d'éducation. On va revenir un peu sur ça un peu plus tard, mais quand vous dites quand on parle des puissances occidentales, on voit que la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a maintes fois insisté sur l'importance pour les États-Unis d'arrêter d'intervenir dans les affaires chinoises. Alors, que pensez-vous de cela? On a déjà répété à plusieurs reprises, voilà, que les États-Unis ont joué un rôle déplorable. Voilà, ils ont joué un rôle irresponsable dans cette affaire. Il y a plusieurs faits qui sont publics. Le vice-président américain, le secrétaire d'État américain, le Conseil de sécurité de la Maison-Blanche ont reçu les opposants, les leaders des opposants hongkongais, juste avant. Et puis récemment, quelques éléments violents, voilà, de la manifestation ont rencontré un membre du consulat américain à Hong Kong. Voilà, donc ils ont été vus, voilà. L'image et les photos ont été diffusées dans la presse. Ce sont des preuves que les Américains... En plus, ils n'ont pas fait secrètement, en fait. Non, ils ont publié, ils ont reçu ouvertement. D'ailleurs, les leaders des congrès américains ont manifesté publiquement leur sympathie, voilà, leur encouragement, voilà, aux manifestants violents. Il faut savoir que, voilà, il y a beaucoup d'actes de violence qui ont été commis, voilà, des actes barbares contre les policiers. En plus, on voit que, comme M. Dova vient d'indiquer, qu'au tout début, les manifestants se sont tous pacifiques et leurs demandes ont été prises en considération par le gouvernement de Hong Kong sur le projet de loi. Et maintenant, on voit, je ne sais pas si vous avez cette impression, que ces manifestants, ces émeutiers surtout, qui utilisent la violence, sont quand même très expérimentés et ils utilisent les armes assez sophistiqués, ils ont des techniques ils sont très organisés, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous savez aussi. Oui. Mais en fait, dès le début, c'était quelque chose qui est manipulé. Mais c'est vrai que la plupart des manifestants au début, c'était pacifique. C'était pacifique parce que, comme M. Dova a indiqué, leur revendication, c'est contre la vie chère. Donc, ce n'était pas des revendications politiques contre la rectification des règlements concernant l'extradition. Voilà. D'ailleurs,
voilà, la rectification concernant les règles d'extradition vise uniquement des criminels, voilà, des assassins. Ça n'a rien à voir avec l'aspect politique. Bon, dès le début, ça a été manipulé et finalement, bon, les violences sont devenues de plus en plus graves. Voilà, la nature de manifestation s'est complètement modifiée. Voilà, il faut donc faire attention, voilà, à ce genre de situation qui risque de déraper. Voilà. Il faut absolument stopper ce genre de dérapage. Donc sur ce que vous avez mentionné, il faut vraiment stopper le chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a failli de pleurer durant la conférence de presse, donc elle a été très émotionnelle. En fait, le gouvernement de Hong Kong a fait tout son possible pour essayer d'apaiser la situation. Donc, que faut-il faire maintenant, parce que elle a indiqué, comme j'ai lu aussi les articles, et vous avez mentionné aussi, que le plus déplorable, c'est on voit une mur qui s'érigeait entre nous et eux. Enfin, il y a un antagonisme dans la population, il y a un risque de division dans la population. Quels sont vos regards sur ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser la situation? Il faut absolument mobiliser l'opinion, la population dominante, qui est pour tout simplement la vie tranquille. Je ne dirais pas que tout le monde est politisé, mais au moins la majorité des habitants ou des êtres humains, ce qu'ils veulent, c'est la vie tranquille. Voilà. C'est de développer les activités économiques, gagner de l'argent, voilà, s'enrichir, vivre heureux. Voilà. Ce sont des revendications très simples, élémentaires. Bon, mais il faut que voilà, la majorité des habitants rejettent, condamnent, voilà, de façon plus ferme toute forme de violence, toute forme d'actes illégaux qui empêchent justement les autres habitants de Hong Kong, la majorité des habitants de Hong Kong, qui veulent tout simplement vivre tranquille. Mais on voit déjà, il y a des manifestations qui sont organisées contre la violence, mais on voit quand même que cette voix de la majorité silencieuse n'a pas été prise en compte. Par exemple, dans les médias occidentaux, on entend seulement les revendications, et même les revendications sans un objectif très clair des émeutiers. Donc, pensez-vous qu'il y a vraiment une chance que la majorité silencieuse peut gagner la bataille contre ces émeutiers, surtout, comme vous dites, manipulés? À mon avis, la majorité des habitants de Hong Kong ne peut pas supporter l'aggravation de la situation comme ça. Forcément, à un moment donné, ils vont dire on en a assez. Mais déjà, il y en a beaucoup il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Je crois que j'ai remarqué, je vous ai cité l'exemple d'un passager âgé, voilà, qui s'est fait bousculer, malmener par les jeunes il y a un certain temps, au début des manifestations. Justement, c'était un passager qui refusait de prendre, voilà, un document, voilà, de la part des manifestants, parce qu'il ne voulait pas. Et puis récemment, il y a d'autres dames qui se sont mis en colère contre les manifestants violents, parce que voilà, ce sont des actes illégaux qui empêchent les autres de vivre tranquillement. Les plus grandes grèves à Hong Kong depuis des décennies à l'échelle de la ville ont eu de graves répercussions sur l'économie locale. L'indice des directeurs d'achat de Hong Kong, un indicateur économique clé, a chuté à 43,8 en juillet contre 47,9 en juin. Cela signifie sa pire dégringolade depuis plus de 10 ans. Et la confiance des entreprises de la ville est à son plus bas niveau depuis fin 2015. En raison des manifestations violentes, de nombreux acheteurs et touristes choisissent de rester chez eux. 22 pays ont mis en garde leurs citoyens de se rendre à Hong Kong. Le nombre de passagers a chuté de 1,5% à 26% en juillet et est tombé à 31% lors de la première semaine d'août. Le déclin a non seulement commencé, mais il est aussi en train de s'aggraver.
On estime qu'1 million de personnes dans les secteurs du tourisme et de la vente au détail seront touchées. L'année dernière, par exemple, les revenus fiscaux ont atteint un record de 342 milliards de dollars hongkongais. Je pense que c'est très peu probable étant donné les données sur les ventes au détail que nous avons vues cette année. Chaque mois a été négatif, qu'ils soient capables de répéter cela. Nombreux sont ceux qui préviennent que l'économie de la ville pourrait sombrer dans une récession et que la confiance des investisseurs en souffrirait si elle continuait à être ébranlée par les troubles dans les rues. La guerre commerciale avec les États-Unis pèse également sur l'économie locale. Donc pour ce qui est de l'avenir, plus les troubles vont durer, je pense qu'il est très probable que l'économie de Hong Kong connaisse une récession technique au 3e trimestre. Elle s'est contractée au 2e trimestre. Il est fort probable qu'elle se contracte au 3e trimestre. Jeudi, une dizaine de grandes chambres de commerce de Hong Kong ont publié une déclaration commune critiquant vivement l'escalade des émeutes et appelant à la restauration rapide d'un environnement social et commercial stable et sûr dans la ville. Et pour eux et pour de nombreux citoyens de Hong Kong, leur avenir ne peut être pris en otage par des manifestants radicaux. On voit que tout d'abord les gens sont un peu mécontents de leur vie chère, donc il y a un aspect de problème économique. Donc comment voyez-vous en fait après la rétrocession, comment s'est portée l'économie de Hong Kong et quelles sont les opportunités aujourd'hui pour les Hongkongais? En fait, beaucoup de jeunes se plaignent, ils ne voient pas beaucoup d'opportunités, donc ils sont un peu perdus de l'espoir. Donc comment voyez-vous ce problématique? C'est vrai que Hong Kong bénéficiait d'un statut un peu particulier. C'était une plateforme financière de l'Asie de l'Est. Voilà. Bon, mais après, avec le développement des autres provinces de la Chine, surtout la ville de Shanghai, la province voisine de Canton, petit à petit, cette supériorité ou cet avantage économique de Hong Kong diminue. Mais ce fait malgré, même il n'y a pas eu cette rétrocession, le même fait sera produit. Ouais. Bien sûr, mais justement, il y a des gens qui manipulent les choses. Est-ce que la diminution des avantages d'autrefois signifie forcément un problème de développement pour Hong Kong? Non, pas forcément, parce que, au contraire, le développement de la province voisine de Canton peut très bien profiter au développement économique de Hong Kong. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement central a beaucoup aidé la province de Canton, la ville de Hong Kong et la ville de Macao à s'intégrer sur le plan économique. Pour faciliter les investissements réciproques, la création des entreprises réciproques, la circulation des gens et des marchandises. Bon. Et il y a un plan très important de développement d'une grande zone économique, Canton, Hong Kong, Macao. Et pour cela, le gouvernement central a investi énormément pour construire un pont maritime de plusieurs dizaines de kilomètres reliant la ville de Shenzhen, la ville de Hong Kong et la ville de Macao. Bon, en s'appuyant sur ce dynamisme économique de la Chine dans son ensemble, la ville de Hong Kong peut très bien redémarrer sur le plan économique en créant plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Merci, M. Wu-Zetian. Faute du temps, on doit s'arrêter ici et nous allons avoir plus de discussions la prochaine fois. Je vous remercie pour vos analyses. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.